c'est lundi et je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'information. Dans l'actualité ce soir, les professeurs des écoles ne seront finalement pas soumis à 27 heures d'enseignement hebdomadaire. La réforme scolaire entamée par l'ancienne ministre de l'Éducation est suspendue. Son successeur souhaite plus de concertation. 3 jours de procès pour comprendre pourquoi un trentenaire a mortellement poignardé le compagnon de sa sœur en 2020. À la cour d'assises, les témoins se sont succédés à la barre, décrivant un homme gentil et sans histoire. Il risque la prison à vie. À Tiahoupo, une barge assure désormais la liaison entre les deux rives. La passerelle n'est plus accessible. Jugée trop vétuste, elle sera démantelée. Les avis sont mitigés, vous allez l'entendre. Les élèves donnent des couleurs à l'école Notre-Dame-des-Anges à l'affiche danse et chant polynésien, mais aussi atelier en Rio Tahiti. Le but, faire la classe autrement et susciter l'intérêt des élèves pour leur culture. Très contestée depuis son annonce, la réforme scolaire sur les 108 heures est finalement abandonnée. Ce texte modifiait la répartition des heures consacrées aux activités éducatives culturelles dans le premier degré, 54 au lieu de 36, et impactait de fait le temps de formation continue des enseignants. Alors qu'un consensus avait été trouvé entre les syndicats et l'ex-ministre de tutelle pour son successeur, il est nécessaire de poursuivre la réflexion. Les explications de Caroline Fary et Jérôme Lee. Quel temps scolaire idéal pour les enseignants, élèves et parents d'élèves polynésiens? La question largement débattue par l'ancien gouvernement visait à réduire de 27 à 24 le nombre d'heures de classe hebdomadaires pour laisser aux professeurs le temps de formation et de réunion auxquels ils ont droit, soit 108 heures annuelles. Déjà en vigueur depuis 2008 dans l'Hexagone, la réforme ne sera pas appliquée en août en Polynésie, un peu trop tôt selon le nouveau ministre de l'Éducation. Ça demande le dialogue, qu'on établisse un dialogue entre les différents partenaires de la communauté éducative, et il faut le rappeler, les communes sont propriétaires des écoles, donc ils ont un rôle important à jouer dans la mise en place de ce dispositif. Les parents d'élèves avaient pourtant été consultés, d'où l'incompréhension de la fédération. C'est vraiment dommage parce que c'est quand même une réforme qui a été travaillée et en assise, c'est-à-dire avec les parents d'élèves aussi, et les enseignants. Je pense que les syndicats, ils vont monter au créneau, c'est sûr. Après, monsieur le ministre, couper comme ça un travail de longue haleine, faudrait peut-être en discuter. Côté syndicat, on comprend la problématique d'adaptation pour les parents et les transports scolaires, mais la déception est grande. Aussi, le STIP propose l'alternative de doubler le nombre d'heures pédagogiques. Très déçu quand même de ne pas avoir cette application comme on pouvait l'espérer. Et nous pensons qu'en doublant le nombre de journées pédagogiques, tout le monde, en tout cas les enseignants, auront leur compte quant aux heures de formation, de réunion, et les élèves également leurs heures d'enseignement qui leur sont dues. Le Haut Comité de l'éducation qui se tiendra la semaine prochaine pourrait voir émerger une solution intermédiaire pour la rentrée 2023-2024. Rappelons aussi que l'avis du Conseil d'État sur la question est toujours attendu. Un homme de 31 ans risque la perpétuité pour avoir mortellement poignardé le compagnon de sa sœur. Cette dernière subissait des violences de la part de son conjoint. À la cour d'assises, les témoins, principalement des membres de la famille de l'accusé, adressent le portrait d'un homme sans histoire. Il voulait, selon eux, défendre sa sœur, victime de violences conjugales. Compte rendu avec Hayata Buluk et Jacques Damour. L'accusé, jugé pendant 3 jours, est décrit par les experts comme une personne dépressive, alors que sa famille le qualifie comme quelqu'un de calme, généreux et sans histoire. Mais que s'est-il alors passé le soir du 11 septembre 2020 à Punaouia, où il a porté 4 coups de couteau dans le cou et sur la nuque de la victime? Ce qui est sûr, c'est encore des faits de violence conjugale qui est à l'origine de ce meurtre. L'homme assis dans le box des accusés, vêtu d'un t-shirt blanc, est très timide, mais très protecteur envers sa famille. À l'époque des faits, il vivait tantôt à Moorea pour garder son grand-père et tantôt à Punaouia pour voir sa famille, où s'est déroulé le drame. Premier témoin de la journée, la mère de l'accusé, affaiblie par les faits.
Elle dit alors à la cour que son fils n'est pas méchant, il n'a jamais eu de conflit, mais en revanche, elle ne pouvait plus supporter de la violence que subissait sa fille dans son couple. C'est une jeune femme blessée qui s'est retrouvée à la barre, rongée par les regrets, et surtout, elle ne comprenait pas les gestes de son frère. Il était le plus doux de la famille, dit-elle au juré et à la juge. Elle s'est dévoilée aujourd'hui, elle a toujours caché à sa famille de tous les coups de poing qu'elle recevait sur le visage, sur le corps, des violences psychologiques pendant près de 10 ans. Mais rien n'arrête cet homme jusqu'au soir du 11 septembre 2020 où ses 3 frères sont intervenus lors de leur énième dispute. La victime était alcoolisée, le cadet poignarde alors le bourreau de sa sœur. Il est depuis incarcéré, il encourt une peine de 30 ans de réclusion criminelle, mais il nie l'intention d'homicide volontaire. C'est ce que les juges et les jurés vont tenter de savoir. Et le verdict sera rendu mercredi. Les violentes crues survenues à Teahupo'o le mois dernier ont durement impacté la passerelle du PK0. Résultat, son accès est interdit et les habitants de l'autre côté de la rive empruntent désormais une barge. Cet arrêté municipal ne fait pas l'unanimité au village, comme vous allez le voir dans ce reportage d'Inacio Rabeino et Laura Chintu. Non, les habitants de Teahupo'o ne sont pas prêts à dire au revoir à leur passerelle et continuent à l'utiliser malgré l'arrêté municipal pris le 3 mai 2023 par le maire de la commune. Ici, il y a le pont, il y a un peu d'un coup on va fermer, on va casser. C'est vrai, il y a la renaissance de l'autre passerelle. Mais ça, c'est nostalgique quand même. Hein. Pour moi, personnellement, il faut changer parce que c'est pourri. C'est pourri. Hein. Même si tu renforces, mais il y a quand même quelque chose qui va se passer dessus. Hein. La voici la solution proposée par les autorités du pays. Une barge assurant le transport de ses habitants coupés du monde. La navette part à 5 h du matin et c'est bien là que le bas blesse. Par exemple, ce matin, il y a mes enfants qui sont partis au travail à 2 h du matin. Il n'y a pas de barge à 2 h du matin. Ils sont obligés de prendre le pont. Sinon, faire le tour jusqu'à la descente de voiture, c'est loin quand même. Hein. Voilà, sinon, c'est bien. Mais il y a toujours ce problème pour ceux qui travaillent à 3 h du matin. D'autres habitants posent la question du coût de l'opération. Ils soulignent la présence constante d'un équipage composé d'un capitaine et de 2 matelots. Il y a aussi le carburant nécessaire aux rotations. Il faut des sous pour mettre cette barge-là, parce qu'il ne peut pas se déplacer tout seul. Il faut un capitaine, il faut de l'essence, il faut... Voilà. Et moi, je pense que cette barge-là que le pays a mis, moi, je pense que c'est pas une bonne idée. De son côté, le pays a privilégié la sécurité des anciens usagers de la dite passerelle en organisant d'abord des réunions, puis en mettant en place une solution provisoire le temps que la nouvelle passerelle voit le jour. La construction et l'installation d'une nouvelle passerelle sont d'ores et déjà programmées et doivent être réceptionnées en avril 2024. Une page se tourne à Pirée. Le futur projet de centre-ville de la commune est en train de se concrétiser. Souvenez-vous, il y a 3 ans, l'armée avait rétrocédé au franc symbolique les grands bâtiments de l'ancien état-major interarmé. Après avoir été désamiantés, ils sont démolis. Et si la pratique suit la théorie, en 2026, les habitants pourront partiellement profiter d'un nouveau centre de vie. Stéphane Ratino et Patita Savia. Des mâchoires d'acier pour faire plier le métal et laisser place nette sur une surface d'1,5 hectare. Le Consub ne sera bientôt plus qu'une carte postale et le lieu, jadis clos, s'ouvrira à une nouvelle histoire civique et commerciale. À partir de cet îlot central, la mairie de Pirée redéfinit son projet urbanistique et composera un centre. Il devrait agir comme un aimant. Nouveau marché, maison pour tous, espace dédié au spectacle, mais aussi commerce et logement. Le Consub, rebaptisé, donnera une signature conviviale à la ville. On va recréer des équipements. Le premier équipement, ce sera le déplacement et la réorganisation du marché municipal avec un marché adapté aux nouvelles contraintes modernes. Ce n'est pas un marché traditionnel. Mais pour faire ce marché, il faut créer d'autres éléments. Donc vous avez bien sûr des parkings souterrains parce que si vous n'avez pas de parking, il n'y a pas de voiture, personne ne vient. Et en même temps, un marché, en général, dans tous les environnements, ça donne sur une place publique. Vous avez d'autres équipements, d'autres aménagements, d'autres utilisations. Ouvert vers la mer et avec sa coulée verte, cet espace à devenir ne sera donc pas que béton. Il se promet d'être aéré. Ce projet va s'inscrire dans la longue durée, au moins 10 ans, pour que tout soit achevé. Mais la mairie a un souhait, que d'ici 3 ans, les bâtiments publics soient finis, pour permettre ainsi à chaque citoyen de profiter des lieux.
Les débuts de ces travaux se passent à bon rythme. La destruction des bâtiments, déjà désamiantés, suit parfaitement son calendrier. Maintenant qu'on a abattu les bâtiments, il faut encore qu'on trie les déchets et qu'on les évacue vers les différents CET. On estime que d'ici la fin du mois, on aura effectivement un terrain quasiment nu. Tout se passe bien depuis lundi? On n'a aucun souci d'avancement, là ça avance plutôt bien. Vision à moyen terme et ambitieuse, la naissance de ce nouveau lieu réécrira une géographie des usages, loisirs ou consommation dans l'agglomération, un pari certainement gagnant. Les unités militaires se mobilisent pour venir en aide aux blessés de l'armée. Pour récolter des fonds, une journée sportive est organisée au parc Veirey samedi. Au programme, 15 parcours d'obstacles en terre et dans l'eau pour un parcours total de 2 km. L'inscription est de 2500 francs par coureur et les fonds récoltés seront reversés à la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre. En Polynésie, 112 sont suivis par l'Office national des anciens combattants et la moitié sont des blessés de guerre. L'objectif de cette journée est aussi de faire connaître les aides existantes. On écoute ces réactions recueillies par Jacques Damon. L'enjeu de la journée, ce sera également de faire connaître, de rappeler à ceux qui sont blessés et qui peut-être ne le savaient pas, ne se rendaient pas compte, qu'ils peuvent venir se manifester, notamment auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, et pouvoir rentrer dans le parcours du blessé et être pris en charge des suites de leurs blessures. Les blessures psychologiques, maintenant avec tous les derniers conflits qu'ont connu les armées françaises, donc c'est une blessure qui a été prise en compte et qui l'est de plus en plus et que maintenant qui fait part entière, c'est une blessure à part entière, la blessure psychologique. Donc c'est quelque chose dont le blessé peut être un sujet tabou, parce que c'est quelque chose où il faut poser un mot sur cette maladie, et sans le dire, on peut pas acquérir, on va dire, un soin adapté. Rendez-vous samedi matin au parc Veirey. À l'instar du sport, des animations seront également proposées. Escala Hivaoa, où le centre culturel Gauguin et l'espace Jacques Brel ont pris des couleurs grâce au concours Jean Bellima Commune, 6e du nom. Les mérites reviennent à l'association Tetanuka Yohana Menu. Les établissements scolaires, les agents communaux et les bénévoles travaillent main dans la main pour ce projet, visité pour la première fois par le jury. Mahaki Terurutua, en charge de la promotion locale, est interrogé par Théa Makamia. Les critères d'évaluation, il y a l'harmonie des couleurs, il y a un aspect culturel. Il y a aussi, on prend en compte également la participation des écoles, de la population différente, de la commune aussi dans l'intégration du projet. Donc il y a tous ces critères-là qui sont pris en jeu. Il y a aussi l'aspect culturel qui est important, qu'on aimerait connaître. Et aussi parce que c'est un site par la suite qui sera bénéfique aux touristes, à la population. L'association poursuivra le travail jusqu'en novembre. Les résultats du concours seront dévoilés un mois plus tard. Et puis à Ho, la maison familiale rurale ouvrait ses portes au public. Créée il y a 23 ans, la MFR accueille en moyenne une trentaine de jeunes gens qui se destinent aux métiers liés à l'agriculture. Cette journée a permis aux élèves de présenter leur formation en animant des ateliers botaniques ou culinaires. On écoute quelques-uns d'entre eux au micro de Mathieu Allot. C'est grâce à la MFR que j'ai beaucoup aussi changé. Au niveau de mon comportement, au niveau de ma façon de parler. Et ici, j'ai appris beaucoup de choses ici. Parce que sans mentir, je ne savais pas planter, je ne savais rien faire. Et quand j'ai vu ici que quand j'ai fait pousser une graine et que ça a donné et qu'elle a grandi la plante, c'est là que je me suis dit, j'ai beaucoup aussi d'ici l'agriculture. Ça, c'est de la mélasse et ça, c'est de l'IM. Ça sert à quoi, hein? L'IM, ce sont des micro-organismes. Ce sont des petites bestioles. On ne les voit pas à l'intérieur comme ça. Elles vont se nourrir de l'engrais de poisson. Enfin, tous les petits poissons qui sont à l'intérieur, ils vont se nourrir de ça. Ils vont faire des excréments. Et les excréments, la plante, elle va se nourrir de ça. Hein. La mélasse, elle est ici, c'est plutôt pour camoufler l'odeur. Parce que l'engrais de poisson, c'est comme ça sent fort. Hein.
Retour à Tahiti, elle marque le début des festivités du Heiva à l'hippodrome. La course hippique en paréo a rassemblé 6 compétiteurs. À Pirée, un beau combat a eu lieu entre les 2 chevaux de l'écurie Mono, puisque Océanie, montée par Elora D'être, l'a emporté juste devant Go Fast, montée par Solène Mallet. Sur le podium aussi, Easy, enfourché par Juliette Touvran. Les écuries souffrent toutefois d'une crise d'approvisionnement de chevaux de course. Les détails avec Pierre Rizal. Il répond à Jacques Damour. On a des problèmes pour ramener nos chevaux de Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire Il n'y a plus de bateaux. Il n'y a plus de bateaux. Il y a des contacts, mais il n'y a plus de bateaux. Ce n'est pas évident de nous actuellement de trouver des bons chevaux pour faire venir de Nouvelle-Zélande. Voilà un peu le problème actuellement. Mais il y en a, mais ils prennent l'âge aussi. C'est pour ça, tu vois, au départ, 2, 3 au départ, c'est pas bon pour le public. Comme pour le spectacle. C'est pas bon. On reste dans les festivités. Pendant une semaine, l'école Notre-Dame-des-Anges célèbre sa semaine culturelle, une manière de faire transmission. Aujourd'hui, les enfants de la maternelle étaient sur la scène, non sans émotion, pour eux bien sûr, mais aussi pour les parents. Aimer sa culture, c'est un passeport pour le futur. Stéphane Ratino et Théi Varibi. T'es content de danser? T'es content de danser? Avec la joie au cœur, ils sont rentrés sur la scène et leurs regards ont cherché dans la foule les yeux aimants des parents. Juste quelques instants pour mieux saisir la confiance et les mouvements de la maîtresse ont dessiné la cadence. À 3 ans, un tel gala, c'est un grand pas dans leur humanité. Ce sont des rythmes et des sons qui disent un pays et une identité dont les enfants doivent affirmer la présence d'âme. Qu'ils ont grandi, parce que tout au long de l'année, je leur dis qu'ils vont grandir. Donc là, ils ont pris conscience qu'ils ont grandi, qu'ils sont capables de danser devant du monde, de danser pour papa et maman, sans pleurer. Et ils sont fiers d'eux aussi, parce qu'ils sont tout beaux, ils ont tout réussi. C'est une belle journée alors. Magnifique journée. Artistes, on le dit pour ceux qui donnent tout leur cœur, ce fut le cas. Pour ce spectacle, ils ont travaillé ensemble, ils se sont regardés, ils ont appris. Et à la sortie de la scène, la récompense. Le regard aimant se fait visage. Les papas et les mamans sont là, des photos pour demain, pour se rappeler du chemin, un jour de fête à Tahiti. C'est notre patrimoine, c'est la culture, et voilà. C'est le pourquoi on est là. C'est très très important, il faut dire ça. Montrer l'amour qu'on a pour notre fils. Voilà, c'est pour le rassurer aussi. Voilà. Vous avez été fiers de ce qu'il a fait avec des copains et des copines? Ah oui, nous étions très fiers. Il a bien dansé, il s'est bien exprimé. Tu es content? Tu es fatigué? Ouais. 260 enfants sur la scène et autant de possibles dans le mouvement. Le public est complice et la joie d'être ensemble donne un caractère doux et sensible au moment. Une culture, c'est aussi cela. Ce sont des ponts et des passerelles. Les familles et l'école éveillent les enfants au bonheur aussi d'être d'ici. Qui ne peut pas être fier de voir ses élèves? Moi je dis ses élèves, mais je dis ce sont mes enfants. Les enfants danser comme ça, ah oui, je ne peux que être fière. C'est vraiment le plus beau métier du monde alors? Oh, je pense que oui. En tout cas, pour moi, c'est le plus beau métier du monde. De la joie et surtout le sentiment que le temps passe trop vite. Aujourd'hui surtout, où les aiguilles de la montre ont également dansé. Voici la principale information de ce journal. La réforme scolaire des 108 heures est abandonnée. Le Conseil d'État ne s'étant toujours pas positionné sur la question, le ministre de l'Éducation estime n'avoir aucune base réglementaire pour l'appliquer à la prochaine rentrée. Ronnie Ter-Ipaya veut aussi se concerter avec tous les partenaires comme les communes. Les syndicalistes et les APE se disent déçus. Tahiti Info vous parle de football demain avec ce titre « Fin de saison ubuesque pour la FTF ». Dans vos écrans ce soir, des séries américaines, le désigné survivant d'abord, suivi de Scandale. Merci de votre fidélité, très belle semaine et à demain. On se quitte sur ces belles images capturées à l'école Notre-Dame-des-Anges.
L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.